La plus grande tristesse dans la vie de Catherine Lara fut la mort de sa mère en 1995, qui fut non seulement son soutien spirituel, mais aussi sa première inspiration musicale. Ayant grandi dans une famille de musiciens à Poissy, elle se souvient des soirées où sa mère jouait du violon, lui apprenant l'émotion et la subtilité de chaque note. Sa mère, une femme forte, a élevé 4 enfants dans un environnement artistique, l'encourageant à poursuivre le violon dès l'âge de 5 ans. Lorsque sa mère décède d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 70 ans, elle se prépare pour un concert au théâtre Marigny à Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa sœur et a senti son cœur se briser. Elle revint à Poissy, se plaça devant la vieille maison où sa mère jouait de la musique et pleura car elle n'avait pas eu le temps de dire merci pour ses sacrifices silencieux. Ma mère est celle qui m'a donné des ailes, et quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme, confiait-elle dans une interview à RFI en 2000, la voix étranglée. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait consacré trop de temps à sa carrière, manquant des moments avec sa mère. Bien qu'elle ait tenté de la surmonter en composant Nuit magique en hommage, cette tristesse est restée une cicatrice mentale, lui rappelant la fragilité de sa famille. La carrière de Catherine Lara est un voyage qui s'étend sur plus de 5 décennies, avec à la fois de grands succès et des échecs mémorables. Née dans une famille de musiciens, elle commence à étudier le violon à l'âge de 5 ans et entre à 11 ans au Conservatoire de Versailles, où elle obtient un premier prix en 1958. Elle poursuit ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où elle obtient un deuxième prix de violon en 1965 et un premier prix de musique de chambre en 1966. Après avoir quitté le conservatoire, elle fonde l'orchestre de chambre Les Musiciens de Paris, où elle joue du violon solo et dirige pendant 8 ans. Elle fonde également le Quatuor Lara, avec lequel elle se produit aux côtés d'artistes tels que Claude Nougaro, Nana Mouskouri et Françoise Hardy. En 1968, elle reçoit le prix de la Fondation de la Vocation pour violon solo exceptionnel. Sa carrière de chanteuse débute avec l'album Ad libitum en 1972. Mais c'est avec l'album Coup de fil en 1979 qu'elle établit son style rock, combinant violon électrique et paroles puissantes. L'album La Rockeuse de Diamant, sorti en 1983, marque un tournant, le single du même nom atteignant le top 10 en France, et la chanson Autonome, où elle déclare ouvertement sa liberté d'aimer les hommes et les femmes, devenant un énorme tube. En 1986, Nuit magique, écrite par Luc Plamondon, devient son plus grand succès et lui vaut les victoires de la musique de la meilleure chanteuse. Elle continue de connaître le succès avec des albums comme Encore une fois en 1987 et Sand et les Romantiques en 1991, un opéra rock où elle incarne George Sand. Elle se produit dans de grandes salles telles que le Palais des Sports, l'Olympia et le Théâtre du Châtelet, attirant des millions de spectateurs. Elle a composé des musiques pour des films tels que Docteur Françoise Gaillan en 1976, L'homme révolté en 1980 et Ma femme est une actrice en 2001, ainsi que pour des émissions de télévision. Elle s'implique dans des œuvres caritatives avec les Restos du Cœur, SIDAction et Sol en Si, et a composé la chanson de l'équipe de France de football de 2002, interprétée par Johnny Hallyday. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont Chevalier des Arts et des Lettres en 1990, officier de la Légion d'honneur en 2002 et commandeur de l'Ordre national du mérite en 2020. En 2018, elle débute Beau le voyage musical et en 2023, elle collabore avec le groupe de breakdance Kumo dans Identité. La tournée du 50e anniversaire de 2020, bien qu'interrompue par la Covid-19, a néanmoins été une étape importante. Sa fortune est estimée entre 10 et 15 millions de dollars, provenant de ventes de disques, de tournées et d'investissements immobiliers à Montainville. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec.
L'album Maldon de 1993, une tentative expérimentale de musique électronique, a été mal reçue par le public, la laissant blessée à la lecture des critiques. Elle se souvient d'être assise dans son studio à Paris, regardant des morceaux rejetés et pleurant parce qu'elle pensait avoir perdu son inspiration. En 1999, un spectacle au Zénith de Paris a eu un public moins nombreux que prévu, ce qui l'a amenée à se demander si elle avait encore du charisme. Un autre revers fut la polémique de 2017, lorsqu'elle fut critiquée pour avoir soutenu Emmanuel Macron lors d'un rassemblement à Bercy, que certains fans qualifièrent de « loin des idéaux libéraux ». Elle a pleuré en lisant des commentaires négatifs en ligne, se sentant incomprise. Une bataille juridique avec un producteur en 1995 au sujet des droits d'auteur de la bande originale de The Cheat a également causé des difficultés financières, la laissant éveillée la nuit, inquiète pour l'avenir. Elle a cependant appris à se relever, utilisant les échecs comme motivation pour créer, comme l'album Passe-moi le ciel, sorti en 2005, qui a atteint le top 20 en France. Les efforts de Catherine Lara dans sa carrière l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Lors de l'enregistrement de La Roqueuse de Diamant en 1983, elle travaille sans relâche, ajustant son violon électrique au rock et pleurant après la première diffusion lorsqu'elle entend le public l'acclamer. En 1986, alors qu'elle préparait Nuit magique, elle a passé des mois à apprendre à transmettre des émotions à travers les paroles de Plamondon et à pleurer lorsque la chanson a atteint le numéro 1. En 1991, alors qu'elle interprète George Sand dans Sand et les Romantiques, elle est nerveuse à l'idée de jouer et pleure lorsque le public lui fait une ovation debout. Je chante et je joue du violon pour toucher le cœur, a-t-elle partagé avec France Télévisions. En 2018, lors de ses débuts avec Beau le voyage musical, elle a pleuré sur scène en voyant le public chanter avec elle, ressentant l'amour après près de 50 ans. En 2023, alors qu'elle collaborait avec Kumo, elle pleurait dans la salle de répétition en voyant de jeunes danseurs s'harmoniser avec sa musique, pensant au long voyage depuis Poissy. La triste fin de la vie de Catherine Lara fut la mort de son père en 1988. Médecin à Poissy, mais aussi pianiste talentueux, son père l'inspirait musicalement, jouant souvent des sonates de Beethoven à la maison. Elle se souvient des après-midi à Poissy, où son père lui enseignait le rythme et l'encourageait à se lancer dans le violon. Lorsque son père décède d'un cancer à l'âge de 65 ans, elle se produit à l'Olympia. Elle a reçu la nouvelle par un appel de son frère et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle revint à Poissy, se plaça devant le vieux bureau de son père et pleura parce qu'elle n'avait pas eu le temps de le remercier pour les leçons de musique et de vie. Cette perte l'oblige à interrompre sa tournée et elle compose Entre deux mondes en 1989 en guise d'hommage, interprétant fréquemment la chanson lors de ses spectacles ultérieurs. L'amour et le mariage de Catherine Lara sont une histoire unique, car elle ne s'est pas mariée ni n'a eu d'enfant, mais a consacré sa vie à la musique et aux relations émotionnelles, avec des joies et des peines profondes. Femme ouvertement homosexuelle, elle déclarait dans Autonome en 1983 qu'elle était « libre d'aimer une femme ou un homme ». Elle a eu une relation à long terme avec une femme dans les années 1980, dont on disait qu'elle était une musicienne, mais dont l'identité n'a jamais été révélée. Mon amour est la musique, mais j'aime aussi profondément les gens qui entrent dans ma vie, a-t-elle partagé dans son autobiographie de 1987, L'aventurière de l'Archet perdu. Cependant, elle a éprouvé une douleur émotionnelle. Une relation brisée en 1990 l'a laissée dévastée lorsque son partenaire l'a quittée parce qu'il ne pouvait pas gérer la pression de sa carrière chargée. Elle se souvient des nuits passées assise dans son appartement de Montainville, à regarder de vieilles photos et à pleurer de solitude. J'ai tout donné au violon, mais parfois je me demande si je n'ai pas raté le bonheur, écrit-elle dans son autobiographie. Bien qu'elle n'ait pas d'enfant,
Elle trouve de la joie auprès de ses petits-enfants, mais a admis dans une interview au gala de 2010 qu'elle se sentait parfois vide lorsqu'elle pensait à fonder sa propre famille. Cette tristesse n'est pas un regret, mais l'acceptation d'un chemin plein de passion, mais aussi plein de solitude. Une autre fin triste dans la vie de Catherine Lara fut la mort de son amie proche, la chanteuse Barbara, en 1997. Barbara, avec qui elle collaborait sur des projets musicaux, était une confidente, partageant souvent avec elle des informations sur l'art et la vie. Elle se souvenait des soirées à Paris où ils étaient assis dans des cafés, parlant de grands rêves. Lorsque Barbara décède d'une maladie pulmonaire à l'âge de 67 ans, elle se prépare pour un concert de charité avec les Restos du Cœur. Elle a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de Jean-Jacques Goldman et a senti son cœur s'arrêter. Elle a célébré une cérémonie commémorative à l'Olympia, chantant L'Aigle Noir en hommage à Barbara, mais a pleuré sur scène, se souvenant des moments où elles avaient ri ensemble. Cette perte l'a fait réfléchir à l'amitié et elle a décidé de passer plus de temps avec ses proches, en organisant par exemple des concerts avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Les réalisations de Catherine Lara ne se limitent pas à la musique, mais s'étendent à la charité, au théâtre et à son rôle de figure inspirante. Une fille de Poissy, avec de grands rêves, elle a toujours eu envie, elle a toujours